Bien, bonsoir à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous installer. Enfin, installez-vous même, s'il vous plaît. Bien, j'ai le plaisir et je suis heureux de vous accueillir à cette nouvelle séance du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme 1933-1945, conséquences, mémoire et traces de la spoliation, organisée, comme toujours, on le répète, par l'Institut national d'histoire de l'art et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, en partenariat avec l'Institut national du patrimoine. Merci à vous, merci d'être présents, merci de revenir sur place et plus tard en vidéo sur YouTube. Merci de rester fidèles, merci aux habitués de rester habitués et de revenir, et merci aux nouveaux venus. Il y en a presque à chaque fois, ou même à chaque fois. Merci de franchir cette porte et jusqu'à nous, jusqu'à cet amphithéâtre. Donc après une séance un peu originale avec 5 ou 6 orateurs la dernière fois, il y a un mois, consacrés à la mission de recherche et de restitution, nous revenons à nos sujets habituels, peut-on dire, mais qui sont néanmoins, vous le savez, divers et variés. Alors que nous nous sommes intéressés à de nombreux aspects de la spoliation depuis la création du séminaire en 2019. À la fois, nous sommes intéressés aux victimes de la spoliation, à leurs ayants droit, aux musées, à la recherche dans divers pays, aux artistes spoliés et aux artistes d'aujourd'hui inspirés par cette époque, aux centres d'archives, à l'historiographie des spoliations, au projet de recherche en cours, à la mémoire et encore bien d'autres choses. Nous n'avons pas eu tellement de séances consacrées à un type particulier de biens, d'objets, une catégorie spécifique, si ce n'est peut-être au cours de cette saison, de cette année scolaire, 2 séances importantes où nous avons parlé des objets dits du quotidien, mais c'est assez vaste, avec Margot Dumas en novembre dernier, ou des instruments de musique avec Fanny Le Breton il y a 2 mois, au mois de janvier. Et c'est pourquoi il nous a semblé utile de nous intéresser aujourd'hui à une nouvelle catégorie particulière de biens, les antiquités. Ça reste assez vaste, évidemment, qui ont fait récemment et qui font aujourd'hui encore l'objet de diverses recherches. Et avec le commerce des antiquités, bien sûr, nous allons revenir sur les spoliations, sur les différents types de vendeurs et d'acheteurs, sur les marchands spécialisés, sur les collectionneurs et sur les musées. Alors, pour cela, nous accueillons 2 chercheurs, 2 spécialistes de la question, Annelies Guigg et Mathès Lamert, que je remercie chaleureusement au nom de l'Institut national d'histoire de l'art, du ministère de la Culture et de l'Institut national du patrimoine. Annelies Guigg prépare actuellement une thèse de doctorat en archéologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'École du Louvre. En 2021, elle a bénéficié d'une bourse d'études de l'Institut national d'histoire de l'art et du Centre allemand d'histoire de l'art sur déjà la circulation des antiquités orientales à Paris pendant l'occupation. Et depuis 2022, elle est chargée de mission provenance au département des antiquités orientales au musée du Louvre et doctorante associée à l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth. Et donc ces recherches portent encore, mais c'est un champ vaste, sur l'organisation du marché des antiquités du Proche-Orient et sur la provenance des objets du département des antiquités orientales sur une période un peu plus vaste, 1918-1970, avec un travail qu'on imagine assez important. Quant à Mathès Lamert, il occupe depuis peu de temps, depuis 2024, un poste permanent de Lecturer Research à l'Institut d'histoire de l'art de l'Université de Zurich, où il va établir un pôle de recherche sur la recherche de provenance et sur la méthodologie de cette recherche. Il a dirigé auparavant un projet porté par l'Université technique de Berlin et le Centre allemand d'histoire de l'art de Paris sur et les musées d'État de Berlin sur le marché de l'art parisien pendant l'occupation, les acquisitions des musées de Berlin, sur le marché de l'art parisien pendant l'occupation. Et il a également été, entre autres, coéditeur avec Elisabeth Furtwängler d'un ouvrage collectif, Art et profit, les musées et le marché de l'art français pendant la Seconde Guerre mondiale, qui aborde donc le rôle des musées à la fois allemands et français pendant la période. Et il est également, depuis 2023, conseiller scientifique d'un projet que nous avons vu ici il y a un peu moins d'1 an, le projet Provenance des musées royaux des beaux-arts de Belgique, que ces porteurs, les 3 chercheurs, Fenny Almstadt, Eléa de Winster et Alexandre Leroux, nous avaient donc présenté.
Et donc avec ce thème, le commerce des antiquités sous l'occupation, nous maintenons aussi, c'est toujours utile de le dire, le lien avec le répertoire des acteurs du marché de l'art pendant l'occupation, porté par l'Institut national d'histoire de l'art et l'Université technique de Berlin, qui met en lumière un très grand nombre d'acteurs, d'intermédiaires de la période, dont certains, sans doute, certaines personnalités, certaines personnes que nous allons retrouver dans quelques instants avec Anis Gig et Mathès Lamert, qui sont d'ailleurs les auteurs de quelques notices du répertoire. Et il y a d'autres auteurs de notices de répertoire dans la salle. Et puis, vous savez que j'aime bien faire des liens entre les séances du séminaire. Donc, ce sera aussi un petit écho à une séance de 2022, puisque Mathès Lamert est l'un des auteurs d'un livre collectif qui avait été présenté par deux de ses directrices, Hélène Ivanov et Denise Verneret-Laplace, Art et politique, le marché de l'art entre France et Allemagne, de l'entre-deux-guerres à la libération. Donc, nous restons dans la période, bien sûr, avec un article consacré aux achats du département égyptien des musées de Berlin pendant l'occupation. Voilà, donc nous poursuivons sur ce thème des antiquités, d'Égypte et d'ailleurs, en commençant par écouter Mathès Lamert, qui laissera ensuite la place à Anne-Lise Gig, et puis nous discuterons un petit peu et nous vous passerons la parole. Merci beaucoup et à Mathès Lamert. Cher David, merci beaucoup pour la présentation et l'introduction et surtout aussi pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là ce soir. Je vais directement commencer avec la première feuille. Tandis que d'autres musées allemands ont réalisé de nombreuses acquisitions au cours des 2 premières années de l'occupation, le musée de Berlin sont restés longtemps exclus du marché de l'art parisien par manque de moyens. Une situation qui a provoqué de grandes frustrations parmi les directeurs du musée de Berlin et qui a finalement poussé le directeur général, Otto Kümmel, que vous pourrez voir ici, à écrire une note de protestation au ministre compétent. Donc je ne peux citer qu'un extrait. Cette situation honteuse et indigne des musées du plus grand pays, des plus grands musées d'Allemagne, des musées de la capitale du Reich, et encore aggravée par le fait que les opportunités d'achat ont été les plus favorables précisément dans les années de la grande pénurie et que beaucoup d'autres ont pu en profiter abondamment. D'une part, la concurrence américaine et anglaise a été éliminée. D'autre part, l'occupation de la Belgique, de la Hollande et surtout de la France a entraîné un flux rapide de la propriété artistique dans ce pays. Un véritable flot d'acheteurs allemands s'est notamment déversé sur Paris. Parmi eux se trouvaient de nombreux directeurs de musées allemands, sauf ceux de Berlin. Cette absence de musées nationaux de Berlin au début de l'occupation a longtemps contribué à la conviction que ceux-ci n'ont presque pas acquis d'objets durant cette période. Or, cette fausse idée se fonde surtout sur le rapport Accessions to German Museums and Galleries During the Occupation, qui est mieux connu sous le nom Schenker Papers, car il a été établi grâce à l'exploitation des livres de comptes saisis par les officiers de beaux-arts britanniques dans le siège parisien de la société de transport Schenker après la Libération. Comme Schenker s'occupait de la plupart des expéditions d'œuvres d'art vers l'Allemagne, ces dossiers se sont révélés extrêmement précieux pour la récupération artistique. Ainsi, la mention de musées allemands en tant que destinataires n'a pas seulement attiré l'attention sur leur rôle important d'acteurs sur le marché de l'art pendant l'occupation, mais a finalement abouti à la rédaction de 2 rapports séparés. Le premier se concentre sur les personnalités allemandes qui ont fait des achats à titre individuel, et l'autre étant consacré uniquement aux achats effectués par le musée allemand. Alors que les listes d'acquisition des musées, par exemple rhénans, font plusieurs pages, on y trouve pour le musée de Berlin uniquement quelques acquisitions. Des pièces uniques pour les départements égyptiens et islamiques, assorties de descriptions vagues qui paraissent forcément insignifiantes comparées aux acquisitions d'autres musées, autant par leur nombre que par leur prix. C'est ainsi que le rapport arrive à la conclusion suivante. Broadly speaking, so far as the present papers are concerned, the museums in the Rhine province were first, the rest nowhere. Cependant, des recherches au centre d'archives allemands et françaises
ont montré que le musée des Ballons a fait des acquisitions d'une envergure bien plus considérable que celle suggérée par ce rapport. Suite aux lettres du directeur général, une augmentation du budget sera finalement accordée en mars 1942 au musée des Ballons, qui feront tout pour se rattraper dans le court laps du temps qui leur restait. Afin de retracer pour la première fois de manière systématique ces acquisitions, un projet de recherche a été lancé entre 2019 et 2022 à la Technische Universität au sein du laboratoire de Bénédicte Savoy, en étroite coopération avec le Centre allemand d'histoire de l'art à Paris et le Staatlichen Museen zu Berlin. Donc la publication des résultats est en préparation. Dans le cadre de ce projet, nous avons pu non seulement identifier les quelques acquisitions déjà connues grâce aux Schenker Papers, mais aussi mettre en évidence de nombreuses autres acquisitions. Il s'est avéré que les Staatlichen Museen zu Berlin ont acquis, tous départements confondus, plus de 150 objets d'une valeur équivalente à peu près de 7 millions de francs pendant l'occupation. Dans les collections concernées, ces acquisitions représentent presque tous les achats individuels les plus chers depuis 1933, donc pendant toute la période nazie ou l'époque nazie. Il est donc d'autant plus étonnant qu'elles ne fassent l'objet de recherches que maintenant. L'une des raisons en est peut-être que ces acquisitions se composent surtout d'antiquités qui n'ont déjà joué qu'un rôle mineur dans les enquêtes menées par les Alliés après la guerre, et qui constitue jusqu'à aujourd'hui une lacune dans la recherche de provenance. Pour la présentation d'aujourd'hui, je voudrais me limiter à 2 études de cas qui sont exemplaires pour les nombreuses acquisitions des musées des Ballons sous l'occupation. Ainsi, le département des arts de l'islam à lui seul acquiert d'objets pour 1,4 million de francs sur le marché de l'art parisien jusqu'à la fin de l'occupation. Pour ces achats, leur directeur, Ernst Kühnel, a joué un rôle essentiel. Ayant fait une partie de ses études en France, il parlait français couramment et, en plus d'être par profession, un spécialiste du monde arabe. Une expertise qui mettait également au service de la Wehrmacht, pour laquelle il analysa à plusieurs reprises des informations issues des services de renseignement pendant la campagne d'Afrique du Nord, au sein du quartier général à Paris. Ainsi, débarrassé des démarches administratives liées au déplacement en France, il pouvait repérer des acquisitions potentielles directement sur place. Comme il écrit dans son fierté dans un article publié dans le journal des musées de Berlin à la fin de 1943, je cite: « Malgré les difficultés provoquées par la guerre, le département des arts de l'islam a réussi à faire de nombreuses nouvelles acquisitions, pour la plupart sur le marché de l'art parisien, qui est depuis toujours l'adresse principale dans ce domaine. » Déjà, un rapide coup d'œil sur cette liste des acquisitions faites par le département des arts de l'islam qui provient des archives centrales du musée en atteste. Sur cette liste figurent 77 objets au total, qui portent la mention Kunsthandel Paris et peuvent ainsi être facilement identifiés comme provenant du marché parisien durant l'occupation. Bien qu'on n'y trouve aucune information précise sur l'identité des vendeurs, ceux-ci ont pu être identifiés grâce aux factures conservées dans le livre de caisse. De loin, l'acquisition la plus importante fut une grande porte en bois avec des plaquettes en ivoire sculptées à des corps de ranceau et à des inscriptions redorées que le département des arts de l'islam a acquis à la galerie Primo de la Russie, pour la somme de 400 000 francs, ce qui représentait 20 000 Reichsmark à l'époque. Le deuxième achat le plus important est une collection de Furman de sultan ottoman que Kühnel a acheté pour 150 000 francs à la galerie Kalepchean. Ensemble avec d'autres objets, dont cette pierre tombale mauresque, qui se trouve aujourd'hui dans l'exposition permanente, ou qui se trouvait parce que le musée est fermé depuis peu. Kühnel a également acheté plusieurs objets à la galerie Georges Tabar, donc cette vase en faïence avec une peinture sur verre du XIIe siècle, également exposée dans l'exposition permanente. Chez le marchand d'art Agop et Megardic Injuchian, il a acheté un tapis persan
à médaillon ainsi qu'un sanglier en bronze. Chez Garabet Kevorkian, il a acheté surtout des faïences. Enfin, Kühne a acheté 2 pièces à la galerie Hindamian, donc une peinture miniature du XVIe siècle. En plus des acquisitions directes, au moins 16 objets ont été achetés indirectement à Paris. Officiellement acquis auprès du marchand berlinois Dr. Steinmeier, ces objets provenaient en réalité des marchands français Kevorkian et Kalachian, une information qui se trouvait seulement dans l'inventaire du département islamique où la vraie provenance est soigneusement notée. Cela porte le nombre d'objets à 83. Mais ce n'est pas tout. En plus des acquisitions directes et indirectes, 20 autres objets ont été donnés à la collection. Je ne les ai pas soulignés sur la liste, mais presque tous ces objets avec la mention Geschenk ont été offerts par des marchands français dans l'espoir des ventes ultérieures. Or, en regardant la liste, je pense qu'il est évident que la question pertinente ici n'est pas de savoir quel objet provient du marché de l'art parisien, mais quel objet n'en provient pas. La plupart des acquisitions faites par d'autres musées allemands ayant été rendues à la France, la question se pose ce que sont devenus ces objets après la guerre. Grâce à la collaboration avec le musée de Berlin, nous avions pu constater que malgré les grandes destructions et pertes liées notamment au bombardement de Berlin, presque tous les objets ont bien survécu la guerre. Ainsi, dans le cas du département des arts de l'islam, la collection avait déjà été évacuée quand les nouveaux objets achetés à Paris sont arrivés à Berlin, de sorte qu'ils furent d'abord provisoirement cachés sur place dans le sous-sol du musée même. Après la guerre, les objets se trouvaient alors toujours sur l'île de musée, qui avait jadis partie du secteur soviétique, et donc hors de portée des officiers de beaux-arts des alliés occidentaux. Paradoxalement, la raison principale pour laquelle ces acquisitions ont été ignorées durant une si longue période réside alors dans le fait que, contrairement à tous les autres musées allemands, aucun objet n'a jamais été restitué. À part le département des arts de l'islam, le département des antiquités égyptiens a également acquis de nombreux objets pendant l'occupation. Son directeur de l'époque, Günther Roeder, avait auparavant dirigé le Pelatius Museum de Hildesheim et n'avait été nommé à Berlin qu'en 1939, dans l'espoir qu'avec son arrivée, les découvertes de l'expédition Hermopolis, dont il était responsable, entreraient également au musée. Suite à la Première Guerre mondiale, le musée de Berlin avait presque perdu tout le droit de fouille qui avait longtemps constitué la base de ses collections d'antiquités. Alors, les découvertes de la dernière fouille allemande encore active à l'époque étaient du plus grand intérêt. Cependant, avec le début de la Seconde Guerre mondiale, l'exposition de Hermopolis a également été interrompue, ce qui a rendu la raison principale de la nomination de Roeder soudainement sans objet au sens propre du terme. Il est donc d'autant plus important pour lui de trouver d'autres moyens pour enrichir les collections de son département. L'opportunité se présentait lorsque Roeder, qui était membre du Parti national-socialiste, a été affecté en France pour des missions de propagande au profit de la Luftwaffe à partir de 1941. Des notices de visite témoignent du fait qu'il a profité très tôt de ces missions militaires pour identifier des acquisitions potentielles dans des galeries parisiennes. Lorsque, après l'augmentation du budget, des fonds suffisants pour des acquisitions plus importantes furent finalement disponibles, Roeder a acheté sur la base de ces notices 32 objets d'une valeur de 1,5 million de francs, qui furent également placés provisoirement dans les caves de l'île de musée. Après la fin de la guerre, les officiers de l'art soviétique ont inspecté à plusieurs reprises les acquisitions parisiennes en 1948 et ont exigé du département égyptien qu'il obtienne des marchands français un, je cite, certificat de vente légal et volontaire, ce que la plupart des marchands ont fait. Par la suite, les enquêtes soviétiques n'ont pas été poursuivies en raison du changement du contexte politique et la constitution de la RDA. Il semble toutefois que l'existence de ces certificats ait longtemps conduit à ce que les acquisitions soient considérées comme non problématiques malgré leur achat
pendant la période nazie. Ça, c'est 5 exemples des acquisitions. Cependant, un examen plus approfondi révèle que les circonstances d'acquisition étaient bien plus complexes que ne laisse supposer l'existence de tels certificats de vente légale et volontaire. C'est le cas, par exemple, de Bellérophon Geladakis, qui, grâce à une facture reçue, peut être identifié sans aucun doute comme le vendeur d'un sarcophage en bronze avec 3 ichneumons, déjà acquis en 1941. Son nom apparaît dans le rapport final des officiers des beaux-arts américains, où il est mentionné dans le registre Red Flag de toutes les personnes impliquées dans le vol d'œuvres d'art pendant l'occupation, bien que les informations mentionnées ici restent très vagues. Geladakis, B. Paris, 1 rue Milton, expert en sculpture et en artisanat, entre d'autres affaires avec Bornheim, vendait parfois des œuvres d'art sur commission. Cette conclusion, donc la conclusion de le mettre sur le Red Flag List, s'appuie principalement sur le témoignage du marchand d'art allemand Walter Bornheim, qui avait déclaré lors d'un interrogatoire avoir acheté plusieurs pièces à Geladakis, dont certaines avaient ensuite été offertes au Reichsmarschall Hermann Göring. Après la guerre, Geladakis est donc accusé d'avoir collaboré avec les Allemands et doit se défendre devant la Commission d'épuration nationale pour ses activités commerciales pendant l'occupation. Ces témoignages attestent de la valeur ambivalente des enquêtes américaines des officiers de beaux-arts qui reste jusqu'à aujourd'hui l'une des sources principales et le plus important pour les recherches initiales dans le musée. Bellérophon Geladakis est né le 22 janvier 1897 à Athènes comme fils d'Élie Geladakis, qui est également marchand d'art. Avec sa femme, il tenait une boutique d'antiquités au marché de Sainte-Croix à Paris et recevait également des clients dans son appartement privé en rue Milton. Alors que Geladakis reconnaît dans son témoignage d'avoir vendu des objets à Bornheim, il conteste avec véhémence les caractères volontaires de ces ventes. Je cite, « La seule raison pour laquelle j'ai accepté de le faire était pour sauver la vie de ma femme. » La crainte de Geladakis pour la vie de sa femme était tout à fait justifiée, puisqu'il était marié depuis 1934 à Aida Waldmann, qui était de confession juive. Comme le montrent d'autres documents d'enquête du comité de confiscation des bénéfices illicites, sa boutique appartenait même à l'origine à sa femme. Puis, au début de l'année 1941, elle est pourvue d'un commissaire gérant avant qu'il ne puisse la récupérer en juin 1941. Cependant, sa femme a continué à vivre en danger de mort. Ainsi, en février 1944, la Gestapo a effectué une rafle dans son appartement privé, au cours de laquelle les objets d'art qui lui restaient ont été confisqués. Bien que rien n'indique que Röther connaissait la situation précaire de Geladakis et qu'il en a profité, toutes ces informations semblent fondamentales pour évaluer les circonstances d'acquisition. Et cela n'est pas juste vrai pour les musées de Berlin, mais cela sera aussi vrai pour le musée du Louvre, où se trouvent aujourd'hui encore des ventes de Geladakis qui étaient répatriés en France et qui sont aujourd'hui exposés en permanence depuis les années 60 dans les galeries du Louvre. D'autant plus que les acquisitions du département des antiquités égyptiens chez les Geladakis il n'existe guère de certificat de vente légale et volontaire pour cet achat. Toutefois, même dans les cas où un tel certificat existe, on ne peut exclure une déposition liée à la persécution, comme le montrent les acquisitions à la galerie Bruma. Fondée par Joseph Bruma en 1906, son frère cadet Ernest Bruma rejoint la galerie peu de temps après. Lorsque Joseph s'installe ensuite à New York pour être plus proche de sa clientèle américaine, Ernest reprend la galerie parisienne à son compte. Aujourd'hui, c'est surtout la branche new-yorkaise de la galerie qui est connue, ses archives étant conservées au Metropolitan Museum. Cependant, elle contient également quelques documents personnels d'Ernest Bruma, comme cette photographie de la vitrine de sa galerie parisienne prise en 1930. Dans l'étalage de gauche, à l'extrême droite,
on peut voir un objet qui ressemble beaucoup à un buste féminin acheté par Röder durant l'occupation. On y trouve également une autre photographie de la galerie qui montre son intérieur dans un style presque familial. Sur cette photographie, on peut voir une statue qui rappelle fortement un autre objet que Röder y a acheté, la statue d'un chien en calcaire. Bien que le chien sur la table ait encore ses oreilles, le directeur berlinois du département égyptien avait déjà noté lors de sa visite dans la galerie que celle-ci avait été ajoutée et les a probablement fait enlever plus tard. Grâce à une facture, la photo peut être datée de mai 40, ce qui peut laisser supposer que Brummer a fait photographier la salle de sa galerie à titre de souvenir. Juif hongrois, il est contraint par la loi raciale de quitter la France quelques jours plus tard pour échapper au sort de sa sœur tuée par les Allemands à Auschwitz. Si Brummer n'était donc plus à Paris, à qui Röder a-t-il acheté les deux objets à l'époque ? Comme en Allemagne, dès l'invasion de Paris, les collections des Juifs ont été confisquées et leurs magasins arénisés. Par anticipation, Brummer avait confié la direction de sa galerie à une certaine Charlotte Gauthieron. Même si les lettres échangées entre les deux témoignent d'une relation proche, on n'y trouve aucune trace d'une quelconque autorisation des ventes effectuées pendant son émigration forcée. De même, le certificat de vente légale et volontaire n'est pas signé par Brummer lui-même, mais seulement par Gauthieron. Quelle est donc la valeur d'un tel certificat dans ces conditions ? La majorité des objets acquis par les musées de Berlin provient toutefois des marchands arméniens qui contrôlaient une grande partie des marchés antiquités à cette époque. Bien que des objets passés par des mains de ces marchands arméniens comme Injuchian, Indamian ou Taba se trouvent aujourd'hui dans tous les grands musées du monde, nous n'en savons que très peu à leur sujet, ce qui rend la recherche de provenance très difficile. L'un des principaux fournisseurs des musées de Berlin était la galerie Kalepchian, frère, où le département égyptien a acheté 16 objets et le département islamique 62 objets pendant l'occupation. Parmi ceux-ci, une collection de firmaments des sultans ottomans dont vous pouvez voir la facture ici à droite. Ou non. Dans la justification de l'achat, on peut lire à leur sujet qu'une telle collection n'existe même pas dans le musée d'Istanbul. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Originaire de Constantinople, les Kalepchian ont émigré à Paris au début du XXe siècle, où leur oncle possédait déjà un magasin d'antiquités. Alors qu'ils vendaient initialement des médailles anciennes, ils se sont rapidement adaptés à la demande et se sont spécialisés dans les antiquités égyptiennes, qui promettaient un meilleur profit. Pour cela, ils ont ouvert un magasin au Caire, où ils vendaient des objets qui provenaient probablement souvent de fouilles illégales. Cependant, quand l'État égyptien a progressivement restreint cette pratique, ils sont retournés à Paris. En continuant de profiter des contacts locaux, ils se sont installés sur le boulevard de la Paix, juste en face de la boutique Cartier, avec laquelle ils ont d'ailleurs collaboré à plusieurs reprises. Ils se sont rapidement imposés comme l'une des principales adresses internationales en matière d'antiquité. Au début de l'occupation, le militaire Befehl Saba, le commandant militaire allemand en France, engage une poursuite contre la galerie afin de confisquer leur collection comme bien ennemi, en raison de la citoyenneté égyptienne des Garbis Kalepchian, comme le montrent des documents aujourd'hui conservés aux Archives nationales de Pierrefitte. Ce n'est qu'après l'intervention d'une autre autorité d'occupation allemande, le Kunstschutz, qui estime que les acquisitions en cours de musées allemands sont ainsi menacées, que l'on renonce à la saisie. En revanche, la galerie Kalepchian est soumise à une procédure d'insolvabilité, ce qui oblige ses propriétaires à augmenter considérablement ses ventes à une clientèle majoritairement allemande. Cet exemple montre que la question de vente forcée ne se limite pas seulement aux marchands d'art et collectionneurs juifs.
Suite à cette procédure non-solvabilité, les frères Kaleptjian ont été obligés de présenter régulièrement des bilans aux occupants allemands. Bien que ces bilans ne contiennent pas d'informations sur des objets individuels, ce document constitue néanmoins une source précieuse pour mieux comprendre leur réseau. Ainsi, un inventaire datant de 1940 donne par exemple un aperçu des relations commerciales complexes de la galerie Kaleptjian, qui possédait une grande partie de son stock avec d'autres marchands, parmi eux les marchands juifs Bakri Frères et Achar, dont les collections ont été confisquées pendant l'occupation. Ce document prouve également que la valeur, prouve également que la valeur totale des objets vendus à consignation dépasse largement celle vendue à leur propre compte, comme le montre ce bilan de 1941. Je pense que vous pourrez le voir même sans le caisse rouge au bon endroit. Donc vous voyez que la vente de marchandises en participation vente d'objets reçus en consignation, c'est 477 000 francs, et le vente de marchandises générales, donc à leur propre compte, c'est juste 200 029 francs, donc presque le double. Dans le cadre du département des arts de l'islam, il existe des indications très concrètes que certaines acquisitions n'étaient en effet que des ventes à consignation, comme le montre la facture de la collection des Furmans ottomans au deuxième coup d'œil que je voulais vous montrer tout à l'heure. On y trouve ainsi la formule vendue par notre entremise. Cependant, faute d'archives conservées, la question de savoir pour qui ces objets ont été vendus par la galerie Kaleptjian doit rester ouverte. Toutefois, dans le cadre des investigations françaises d'après-guerre sur son activité commerciale durant l'occupation, Garbis Kaleptjian indique qu'il a cacheté d'innombrables objets pour ses collègues juifs, dont certains n'ont jamais survécu l'occupation allemande. Je cite: à force de patience, de prudence et de diplomatie, nous avons réussi à éviter la catastrophe, et pour nous et pour d'autres. En effet, un certain nombre d'Israélites nous avaient confié leurs biens, et nos caves en étaient pleines. Nous avions caché environ 3 à 4 millions de bijoux. Je pense en fait c'est une faute de transcription, c'est 3 à 4 000, mais bon. Plus de meubles et divers appartenant à M. Jean Sophart, Lucien Sophart, etc., etc. Cela soulève inévitablement la question de savoir si les Kaleptjian auraient éventuellement aussi vendu une partie de ces objets pour aider leurs collègues commerçants juifs. Bien qu'il ne soit pas possible de donner une réponse définitive à cette question pour l'instant, l'exemple de la galerie Kaleptjian nous invite tout de même à la prudence quant au fait que le nom figurant sur la facture ou dans un inventaire soit toujours celui du vrai propriétaire ou au moins du seul. Tandis qu'après la guerre, presque tous les musées allemands ont dû restituer leurs achats effectués sous l'occupation à la France, où elles sont aujourd'hui principalement confiées à la garde des musées nationaux. Les acquisitions des musées des Ballons font encore aujourd'hui presque entièrement partie de leur collection, sans que leur provenance ait été étudiée jusqu'à présent. Une situation qui ne s'explique pas seulement par leur localisation dans l'après-guerre, mais aussi par la nature même des objets. Bien que de nombreuses études fondamentales sur le marché de l'art parisien sous l'occupation aient été publiées ces dernières années, la recherche sur le commerce des antiquités constitue encore une véritable lacune, alors que Paris a toujours été l'un des centres commerciaux pour ce type d'objets. Les défis spécifiques aux antiquités rendent la traçabilité particulièrement difficile en raison de manque de marquage et de noms souvent génériques comme vase ou bronze. Néanmoins, même s'il n'est pas toujours possible de clarifier les origines de chaque objet, la question de provenance ne perd alors rien de sa pertinence. Cependant, cette recherche ne devrait pas se limiter à la seule question de savoir si une œuvre a été spoliée ou non. Bien que cette question soit cruciale, elle fait aussi partie du problème,
car dans ce type de recherche traditionnellement focalisée sur un objet précis, la reconstitution de sa trajectoire échoue souvent. Afin d'obtenir des meilleurs résultats dans les cas difficiles qui pourraient amener à des restitutions, je suis convaincu qu'il faut commencer par des recherches plus globales sur le marché des antiquités lui-même. L'étude du commerce des antiquités ne représente donc pas seulement un élargissement de l'objet d'étude de la recherche de provenance, mais exige également de nouvelles approches méthodologiques. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Je remercie tout d'abord les organisateurs, David Zivy et Cécile Bargue, de m'avoir invité à présenter ce soir aux côtés de Mathès certains aspects du marché des antiquités sous l'occupation. Comme Mathès a présenté certains acteurs du marché des antiquités en France et en Allemagne, en étudiant plus particulièrement les acquisitions des musées, je me concentrerai pour ma part sur les impacts de l'occupation sur l'activité des marchands et plus particulièrement les antiquaires iraniens. L'organisation du marché des antiquités orientales à Paris au XXe siècle émerge avec les bouleversements politiques et les événements historiques de la fin du XIXe siècle dans l'Empire ottoman. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en marge du développement des missions archéologiques, des marchands de différentes nationalités arrivent à Paris et s'installent dans la capitale pour développer leur commerce d'antiquités, importés directement du Proche-Orient. Mais il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que les transformations du marché de l'art soient clairement perceptibles. Entre 1918 et 1930, le marché des antiquités orientales s'organise progressivement en réseau entre les marchands, créant ainsi un maillage de contact entre le Proche-Orient et les capitales européennes et américaines. La période de l'entre-deux-guerres constitue une des périodes les plus importantes pour le marché parisien des antiquités orientales. Pour prendre l'exemple du département des antiquités orientales du Louvre, 42 marchands vendent des antiquités entre 1918 et 1939. Sur ces 42, seuls 12 sont encore actifs après la Seconde Guerre mondiale. Si le marché des antiquités orientales se maintient malgré tout après la Seconde Guerre mondiale et durant la seconde moitié du XXe siècle, avec de nouveaux marchands qui développent leur activité, il faut s'intéresser aux raisons de ces bouleversements. Durant l'entre-deux-guerres, le 9e arrondissement de Paris est l'épicentre du commerce des antiquités. Les marchands qui sont venus s'installer au début du XXe siècle à Paris possèdent la plupart du temps une adresse à proximité des grands boulevards, et ainsi placés, entre l'hôtel Drouot et le musée du Louvre, les marchands d'antiquités orientales peuvent être au cœur de l'activité du commerce d'antiquités parisien. Seuls quelques marchands d'origine grecque, comme Bellérophon Géladékis et son père, se trouvent plus proches du musée, installés notamment vers le Palais Royal. Dans les années 1930, les marchands iraniens prennent de l'importance en lien avec les découvertes archéologiques dans l'ouest de l'Iran. Des expositions temporaires consacrées à ces typologies d'objets suscitent l'intérêt des collectionneurs, créant une demande sur le marché. Ainsi, un certain nombre de marchands vendent des antiquités iraniennes aux musées européens et américains. Concernant les antiquités provenant de Persépolis, par exemple, Aziz Ezra, marchand installé à Paris et à Lyon, vend un relief en 1932 au musée des Beaux-Arts de Lyon, tandis qu'un autre relief, provenant aussi des escaliers du palais de Persépolis, est vendu par Ebrahim Sassoun en 1933 aux frères Brumer. D'autres types d'objets, comme des bronzes réputés provenir du Lauristan, au nord-ouest de l'Iran, sont vendus par des marchands qui utilisent parfois la même adresse. C'est le cas de Khalil Meskin et d'Albert Émir, qui vendent des objets du Lauristan au musée du Louvre entre 1930 et 1932. Ils donnent alors tous les deux leur adresse, 39 rue Richer, dans le 9e arrondissement de Paris. L'activité de certains marchands s'étend même en Allemagne. Par exemple, Mozaffar Cohen, possédant la double nationalité britannique et iranienne, est installé à Paris et spécialisé dans les antiquités de Perse. Il a également des contacts avec des marchands installés à Londres comme Abdullah Hakim. En 1933, il propose à l'acquisition 7 bronzes du Lauristan au musée de Berlin.
Ainsi, l'étude des archives, que ce soit les archives des musées nationaux ou les actes d'état civil, permet de retracer les liens entre les différents marchands iraniens qui ont vendu à des musées français et de voir comment ils s'insèrent dans le marché de l'art parisien. Que ce soit comme témoins de mariage ou comme associés pour des ventes d'objets, ces marchands créent un maillage entre Paris et l'Iran. Ce réseau, donc en orange sur le graphique, s'intègre dans le marché de l'art parisien grâce à des contacts, par exemple, avec des marchands originaires de Turquie, comme les familles Akşote et Alfandari, en jaune. Et on pourrait continuer ainsi en étudiant les contacts entre tous les marchands d'Antiquité. Mais un certain nombre de ces marchands iraniens sont également proches du consul d'Iran en France, Abdol Hossein Sardari. Seule la famille Kevorkian, qui est à l'écart, ne semble pas s'intégrer pleinement dans ce maillage. Ayant créé eux-mêmes un réseau au sein de leur famille entre Téhéran, Paris, Londres et New York, ils sont parfois dits concurrents d'autres marchands comme Ayoub Rabenou. Cependant, à partir des années 1930, cette organisation commence à être impactée et menacée par la montée de l'antisémitisme. En effet, il faut rappeler l'importance des minorités religieuses juives et chrétiennes dans le domaine du marché de l'art en Iran. Les Iraniens de confession juive exerçaient souvent le rôle de courtier ou commissionnaire, appelé dalal, et tissaient des relations avec les collectionneurs et les diplomates afin de faire prospérer leur activité. Le métier de marchand en Iran semblait être considéré comme un métier méprisable et réservé aux minorités religieuses. À partir de 1930, plusieurs accusations sont portées envers des marchands juifs, dont Ayoub Rabenou, pour avoir organisé des fouilles clandestines et avoir fait sortir ces antiquités illégalement. Ainsi, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale vient troubler l'organisation des réseaux de marchands iraniens à Paris, mais également au Proche-Orient. La trace d'un certain nombre de marchands orientaux se perd durant la période de l'occupation allemande, en raison de leurs noms, souvent mal orthographiés, et de la complexité des situations politiques au Proche-Orient et en France. En Iran, les conflits géopolitiques aboutissent à la rupture des relations diplomatiques entre le régime de Vichy et le gouvernement du Shah. En Syrie et au Liban, qui sont alors sous mandat français, la situation se complexifie aussi et plusieurs sites archéologiques sont pillés car laissés sans surveillance, les missions scientifiques ayant été interrompues avant la guerre. À Paris, certains marchands décident de quitter la capitale et de partir à Téhéran. C'est le cas d'Ayoub Rabenou qui part en Iran en 1938. Tout d'abord, reparti pour être auprès de sa mère qui est souffrante, il semble rester en Iran durant toute la guerre en raison des événements. Sa famille quitte également Paris et le rejoint en 1940. D'autres marchands restent en France et font jouer leurs relations avec des diplomates, mais ce n'est parfois pas suffisant. Deux exemples concernant Soleiman Nasri et Joseph Émir sont ainsi marquants. Soleiman Nasri est né à Téhéran en 1899. Il s'installe à Paris en 1923 et réside 66 rue Caumartin dans le 9e arrondissement de Paris. Il est établi comme antiquaire, marchand de tapis et d'argenterie d'occasion depuis 1932 et est également membre de la Chambre de commerce franco-iranienne. En 1934, il vend notamment une plaque de ceinture en bronze provenant du Louristan au musée du Louvre. Soleiman et son oncle Aziz Ezra, marchand de tapis installé 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, qui a vendu plusieurs antiquités orientales au musée des Beaux-Arts de Lyon, font l'objet d'une enquête en 1935. En effet, dénoncés par un cordonnier de la rue Tronchet, qui les déclare, je cite, « paraissant être de nationalité allemande et susceptibles de faire le trafic de cocaïne ou de bijoux », ils sont surveillés plusieurs heures par la police qui conclut qu'aucune remarque défavorable ne peut être relevée. Cependant, le 18 avril 1940, le renouvellement de la carte d'identité de commerçant étranger de Soleiman Nasri est refusé, la Chambre de commerce ayant émis un avis défavorable. Le consul d'Iran Abdol Hossein Sardari écrit alors au ministère de l'Intérieur pour demander les raisons de ce refus. Celui-ci répond que l'avis est définitif et que Soleiman Nasri ne peut pas exercer le commerce. Le 7 octobre 1941, il se marie avec Rachel Lekin, en présence, justement, du consul d'Iran en France, Abdol Hossein Sardari. Avec la rupture des relations diplomatiques, Abdol Hossein Sardari avait reçu l'ordre de rentrer à Téhéran. Mais conscient des menaces qui pesaient sur un certain nombre d'Iraniens installés à Paris, il décida de rester. L'ouvrage de Fariborz Mortari, In the Lion's Shadow, relève l'ampleur de l'action du consul à Paris.
Ce dernier prépara un argumentaire en la faveur de Soleiman Nasri, qui était soupçonné d'être juif, en insistant sur le fait qu'il se prénomme Soleiman et non pas Salomon, et qu'il est même appelé Soleiman Ran Nasri, et qu'il est par conséquent un chef de tribu iranien. Et, je cite, « qu'en tant que chef de tribu, il doit être arien ». Mais en juin 1942, il fait l'objet d'un rapport de police. Si ce rapport indique qu'il est de confession musulmane, son épouse, Rachel, est indiquée comme étant juive et fréquentant les milieux syndicalistes. Cependant, les raisons politiques des liens entre Rachel Lekin et les milieux syndicalistes ne pouvant être prouvées, et grâce à l'aide du consul Sardari, Soleiman Nasri et son épouse purent malgré tout rester en France. L'autre exemple concerne une famille de marchands installés à Lyon. Comme évoqué tout à l'heure, certains marchands, dont Aziz Ezra, développent leur commerce à Lyon en raison de la présence des soieries. Spécialisés dans la vente des tapis et vendant également des objets d'art et des antiquités, ils établissent des réseaux entre Paris et Lyon pour l'acheminement des marchandises. Youssef ou Joseph Émir, né à Téhéran en 1893, s'installe avec son frère Barou et son fils Marco à Lyon en 1919. Youssef Émir tient dans les années 1920-1930 une boutique de tapis d'Orient située 7 rue de la République. Le musée des Beaux-Arts possède aujourd'hui 24 objets d'art islamique donnés par Joseph Émir en 1926, ce qui permet de savoir qu'il ne vendait pas que des tapis. En 1935, le ministère de l'Intérieur demande l'expulsion de Joseph après avoir été condamné à 6 jours de prison pour émission d'un chèque sans provision, et en 1931 pour emploi irrégulier d'ouvriers étrangers. En 1941, Youssef Émir est dénoncé par une lettre et est mis en demeure de cesser son commerce ou de céder son exploitation. Il décide d'inscrire la boutique au nom d'Albert Honegger et Pierre Thomas, son collaborateur et comptable, afin d'éviter tout problème. Il part à Saint-Paul-de-Vence, mais sa famille reste à Lyon. Parmi le stock de marchandises, 71 tapis, des tentures, des tapisseries, des coussins, mais également des vases anciens sont mentionnés. En septembre 1942, un administrateur provisoire, Maurice Tranchant, est nommé. Le rapport de l'administrateur provisoire indique que Joseph Émir est juif persan né à Téhéran, que Barou Émir est juif persan né à Téhéran, mais que Pierre Thomas et Albert Honegger sont considérés comme non-juifs. En 1942, le commissariat général aux questions juives demande à ces derniers de licencier Barou Émir, Marco Émir et un employé, Michel Cohen, car étant juif. Pierre Thomas et Albert Honegger demandent au commissariat de reconsidérer leur demande. Donc je cite, « Nous les avons notifiés de leur congédiement à fin septembre. Nous les avions conservés, ainsi que nous vous l'avons déclaré lors de notre premier entretien, leur service nous étant précieux. Persans d'origine et d'éducation, ils ont en matière de tapis une compétence à laquelle il est difficile de suppléer. D'autre part, étant sujets iraniens, ils ont conservé sur place des relations d'affaires et de famille qui, dans l'avenir, nous seraient précieuses. » Fin de citation. Une partie du stock de la boutique est écoulée en 1942. Le reste est laissé libre d'être vendu par la société sous le contrôle de l'administrateur provisoire. Le 6 décembre 1942, Joseph Émir écrit en effet au commissariat aux questions juives qu'il est iranien, mais de religion djougoute, et que Abdol Hossein Sardari, le consul d'Iran, a confirmé que les Iraniens de religion djougoute sont reconnus comme non-juifs et que leur carte d'identité peut être changée. Abdol Sardari avait en effet défendu les djougoutes dès 1940. Un dossier est alors envoyé au directeur adjoint de la section d'enquête et de contrôle de Lyon, donnant des précisions sur les personnes appelées djougoutes. Sardari revient en effet sur l'histoire de la Perse pour expliquer que les djougoutes suivent un rite particulier, qu'ils auraient été forcés à se convertir à l'islam en 1838 et qu'aucune assimilation n'est possible entre les juifs et les djougoutes, généralement considérés comme musulmans. Une ordonnance allemande, en date du 22 septembre 1942, déclare que les Iraniens djougoutes peuvent faire renouveler leur pièce d'identité pour ne pas garder la mention juif. De plus, Abdol Hossein Sardari indique que le patronyme émir représente le titre donné dans la secte musulmane des djougoutes aux chefs religieux. Joseph Émir demande alors l'annulation des mesures prises contre lui et de nouvelles cartes d'identité. Conseillé par Sardari, il s'adresse à la légation de Suisse à Vichy.
Le 9 janvier 1943, la légation de Suisse envoie une lettre à Barou Émir lui demandant de fournir des pièces, indiquant qu'il est aussi de religion djougoute et qu'il demande à être considéré comme non-juif. En mars 1943, le directeur régional de Lyon écrit au commissariat général aux questions juives que les émirs n'étant pas juifs, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'ils reprennent leur activité dans la société. Barou, Marco et Joseph Émir reprennent ainsi leur activité. Mais le 13 juillet 1944, un individu s'introduit dans le magasin pour arrêter Marco et Joseph Émir sous prétexte qu'ils sont juifs. Ceux-ci protestèrent et l'individu demanda à voir le propriétaire. Joseph partit chercher Pierre Thomas qui se trouvait dans un café. 15 minutes plus tard, Barou Émir arriva au magasin puis fut interpellé par l'individu, giflé et accusé d'avoir voulu dissimuler aux recherches son carnet d'adresse. Les frères Émir furent emmenés au siège de la Gestapo accompagnés de Pierre Thomas. Barou Émir est alors arrêté avec Marco Émir et Joseph Émir, âgés de 20 et 17 ans, et ils sont emmenés à la prison de Montluc. Il semble qu'une certaine somme d'argent avait été offerte pour les faire emprisonner et exécuter. Peu de temps après leur arrestation, Albert Honegger occupa l'appartement de Barou. Le 19 juillet 1944, 52 détenus de la prison de Montluc sont conduits par les Allemands à Châtillon d'Azergues. Parmi eux, Barou, Marco et Joseph Émir, qui sont tous les trois fusillés ce jour-là. Après l'exécution de Barou Émir, leur boutique est vidée et le logement personnel de Barou, 3 rue Clotilde Bisolon, est mis au pillage. Vers le 19 juillet 1944, 3 individus qui se faisaient passer pour des policiers allemands demandèrent le trousseau de clés de l'appartement de Barou Émir. Ils pillèrent ainsi un certain nombre d'objets dans l'appartement, mais qui ne sont malheureusement pas décrits dans les archives. Le logement fut ensuite occupé par différentes personnes jusqu'à la libération. Le 28 septembre 1944, une enquête est menée à la demande de Joseph Émir, qui était resté à Saint-Paul-de-Vence, pour retrouver les marchandises et connaître le nom des personnes ayant occupé les appartements. Quelques tapis sont retrouvés en 1944, mais beaucoup ont été vendus ou sont disparus. Par ailleurs, rien ne concerne les objets dont les vases anciens évoqués en 1941. On peut se demander si d'autres antiquités pouvaient également être présentes dans la boutique, puisque, étant de petite taille comparée aux tapis et tapisseries, sachant que par exemple un bronze du Lauristan peut faire en dessous de 10 cm, elle n'aurait peut-être pas été listée. Malheureusement, avec le peu de description des objets et des tapis, il est difficile de savoir aujourd'hui où sont conservées ces plus de 70 œuvres. On peut alors également se demander qui est Albert Émir, qui a vendu au département des Antiquités orientales du Louvre dans les années 1930, et quels sont ses liens avec la famille Émir, puisque le seul Albert Émir figurant dans les archives est le fils de Joseph, né lui-même en 1930. Ça ne peut donc pas être lui. Est-ce un prénom utilisé par Joseph Émir ? La question, dans l'état actuel des recherches, n'est pas élucidée, sachant que les noms des marchands n'étaient pas toujours inscrits correctement sur les inventaires. L'exemple de la famille Émir souligne toute la complexité de la situation des marchands iraniens durant l'occupation. Il faut d'ailleurs souligner que le terme djougout n'existe pas en persan, mais proviendrait de la transcription en français de djouhoud, qui signifie juif. Là, si vous voyez sur la slide, donc le jim, la première lettre du mot djouhoud peut être transcrite en français par dje, et du coup la translittération pourrait faire djouhoud, et donc ce qui aurait donné djougout. En construisant, à partir de l'été 1942, toute une argumentation sur l'origine perse et non pas sémite des Juifs d'Iran, qu'il appela les Djougouts ou des Iraniens de confession mosaïque, Sardari a pu ainsi sauver plusieurs familles iraniennes, plusieurs marchands, dont Soleiman Nasri et les frères Sassoun. Mais le statut d'étranger, qui leur fut parfois reproché dès les années 1930, parfois même les soupçonnant d'être allemands, comme évoqué précédemment pour Soleiman Nasri, ne permit pas à tous les marchands iraniens de survivre à la guerre. À partir des années 1950, le marché de l'art foisonne à nouveau d'antiquités orientales, mais les acteurs ne sont plus les mêmes. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur les 42 marchands qui vendent avant la guerre, seuls 12 sont encore actifs après 1945. La Seconde Guerre mondiale marque alors un tournant majeur dans l'organisation du marché des antiquités. Au niveau politique, au Proche-Orient, les pays qui étaient avant la guerre sous mandat deviennent indépendants, ce qui transforme les voies de circulation et parfois les législations en vigueur. Le paysage du marché des antiquités orientales est alors fortement modifié. La localisation des antiquaires évolue également à Paris. Progressivement, ils vont se concentrer sur la rive gauche,
même si certains numismates restent autour de l'hôtel Drouot. Certains marchands iraniens, comme Ayoub Rebenou, reviennent à Paris et reprennent leur activité en vendant au musée. Par exemple, à gauche, des plaques en or de Zirouillé qui sont conservées aujourd'hui au musée du Louvre. Soleiman Nasri reprend également son commerce et vend plusieurs objets au département des Antiquités orientales en 1949 et 1950, comme ce plat achéménide. La famille Émir, quant à elle, rouvre une boutique à Lyon. Leur boutique de tapis est d'ailleurs toujours active aujourd'hui. Mais en l'état actuel des recherches, nous ne savons pas si la famille a réussi à retrouver des biens spoliés. Joseph Émir semble en effet revenir de Saint-Paul-de-Vence après la Libération et effectuer des recherches avec l'aide de Jean Mikhaïlov, un autre marchand iranien associé parfois à Soleiman Nasri et qui a dû aussi solliciter l'aide du consul Sardari pendant la guerre. Mais les archives ne mentionnent pas le résultat de l'enquête. Cependant, d'autres marchands, comme Mozaffar Cohen ou Khalil Meskin, ne sont plus présents à Paris après la guerre. Khalil Meskin se marie dans les années 1930 avec Lida Zola, fille de l'antiquaire Haji Zola. Ce dernier a également été déclaré djougout par le Commissariat général aux questions juives en 1943. Mais concernant Mozaffar Cohen, grâce à sa nationalité britannique, il est peut-être parti à Londres au moment de la guerre. Ainsi, l'organisation des marchands iraniens, spécialisée à la fois en antiquités et en tapis, documente les différents aspects et les problématiques du marché des antiquités des années 20 à l'après-Seconde Guerre mondiale. Les bouleversements du XXe siècle au Proche-Orient et en Europe complexifient l'étude et la traçabilité des objets qui sont souvent peu décrits et sans photographie. Les noms transcrits du persan ou de l'arabe en français, mal orthographiés et changeant sur chaque document, sont ainsi des freins aux recherches. Mais le croisement possible des sources et des recherches, et je pense ici aux recherches faites concernant les objets d'art, notamment les tapis, les tapisseries et Ménère, souligne ce qu'il reste encore à faire au sein des musées pour documenter l'histoire des objets qui sont rentrés dans les collections avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et sur le marché de l'art en général pour tenter de retrouver la provenance des antiquités. Et je vous remercie pour votre attention. Quasi nouveau pour beaucoup d'entre nous. Certains qui travaillons en lien avec les musées ou dans les musées connaissons un petit peu ces questions, mais vraiment un petit peu, notamment du côté des œuvres musées nationaux de récupération que vous avez évoquées pour les quelques antiquités qu'on peut y trouver. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment beaucoup appris, on a beaucoup de questions, d'interrogations. À la fois sur cette question, notamment de la provenance des objets de Berlin, sur la politique. Sur les questions que peuvent se poser aujourd'hui le musée à Berlin, sur les différentes catégories de transactions des marchands, les marchands forcés de vendre, comme vous disiez, la question de l'approvisionnement des marchands, d'où viennent les œuvres qui sont vendues pendant la guerre, et puis le sort de ces différents marchands iraniens, juifs, la protection du consul. Donc merci vraiment beaucoup pour ces deux présentations. Je pense qu'il y aura des questions. Peut-être pour commencer, puisque vous travaillez aussi sur les acquisitions du musée du Louvre, est-ce que l'on peut dire un mot que le musée du Louvre a travaillé aussi sur ces acquisitions entre 1933 et 1945 ? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les acquisitions du département, de l'actuel département, l'équivalent du département des Antiquités orientales? Le musée du Louvre n'est évidemment pas dans la même situation dans l'occupation qu'un musée allemand ou que c'est les représentants du musée allemand à Paris, mais on sait qu'il y a un certain nombre d'acquisitions aussi. Est-ce qu'ils tentent de s'approvisionner chez parfois les mêmes marchands? Est-ce que vous avez un échange entre vous sur cette question-là? Et par ailleurs, on sait que dans certains, vous l'avez montré, certaines œuvres MNR, Musées nationaux de récupération, proviennent également de certains de ces marchands que vous avez cités. Ce sont des œuvres trouvées en Allemagne et en France. Voilà, sur les concurrences, enfin, comment se passent les acquisitions des deux musées et d'autres musées. Ça marchait bien? Il n'y a pas de doute. On n'entend pas bien. La régie, je crois qu'on va avoir un micro.
Alors, non. Ça va? Bon. Donc, concernant les acquisitions du département des Antiquités orientales du Louvre pendant la période de l'occupation, alors il y a très peu d'œuvres qui ont été achetées par le département des Antiquités orientales durant cette période. Et les recherches actuelles permettent de retracer les objets, en tout cas d'identifier déjà les détenteurs précédents. Et en général, ce sont des marchands qui s'approvisionnent directement en Irak. Je pense notamment au marchand Paul Gaudin, sur lequel Mathès a également travaillé, qui s'approvisionne directement à Bagdad. Donc après, bien sûr, il reste des recherches à mener. Mais en tout cas, dans l'état actuel des recherches, il n'y aurait pas d'œuvre directement achetée sur le marché de l'art parisien, en dehors d'une tête de gage de porte achetée en 1943 à une vente spoliatrice et qui a fait l'objet de recherches par Ambre Genevoix, notamment, et Emmanuel Pollack, et sur lequel elles avaient fait une communication à l'auditorium du Louvre l'année dernière, je crois. Je sais pas du coup. Je ne peux pas répondre pour le Louvre, mais je pense en fait ce qui est important, on parle beaucoup des MNR, et je pense que ce qui est important, c'est de constater que en fait, si on s'intéresse à la question de spoliation, la question si un musée allemand ou un musée français a acheté une œuvre n'est pas très importante parce que la question reste la même, et c'est pourquoi même pour les MNR, il est très important aussi qu'on travaille ensemble, qu'on croise les sources. Il y avait cet exemple de Gaudin, il y a une pièce qui, maintenant, au Metropolitan Museum, il pensait qu'il était acheté après l'occupation, mais avec les documents en Allemagne ou dans le musée des Ballons, on a pu constater qu'il était acheté, qu'il était bien encore offert au musée des Ballons pendant l'occupation. Donc, en fait, ce croisement de plusieurs sources et de plusieurs musées, je pense que ça a encore un énorme potentiel. Et je pense que ça sera très important aussi d'ouvrir ces archives à la recherche. Ils sont ouverts, mais de le rendre aussi plus accessible aux étudiants qui s'intéressent beaucoup en fait aux questions des antiquités. Je pense qu'il y a eu un colloque à l'école du Louvre, peut-être tu peux en dire un peu plus, mais je pense en fait ça prouve un peu qu'il y a des jeunes chercheurs qui travaillent aussi sur ces questions. Oui, alors il y avait eu effectivement une journée d'études à l'école du Louvre. Donc Camille Freyermuth avait participé à cette journée d'études et l'objectif était vraiment de présenter différentes méthodologies pour inciter justement à l'entraide et aux recherches ensemble, et de voir aussi quels problèmes on avait, puisque parfois sur des corpus d'objets différents, que ce soit des antiquités provenant d'Asie ou des antiquités provenant d'Égypte, on rencontrait parfois les mêmes problèmes, même si ce n'étaient pas les mêmes terrains. Et peut-être, ça c'est... Désolé de répondre aussi longuement, mais si on regarde en fait la recherche de provenance qui aujourd'hui s'intéresse aussi aux questions coloniales, il faut dire que ces objets d'antiquité posent parfois en fait des problèmes plus grands et qui sont difficiles à articuler en fait, car souvent ces objets, ou dans certains cas ces objets, on ne sait pas très bien comment ils sont sortis des pays d'origine. On peut supposer qu'un grand nombre de ces objets sont sortis d'une manière illégale. Donc aujourd'hui, un objet comme ça, on pourrait avoir plusieurs demandes de restitution en théorie. Et ça, c'est quelque chose qui est très très difficile à articuler. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même très important aussi de souligner. Et de continuer à travailler sur ces questions et comment articuler la complexité des problèmes qui sont liés aux objets d'antiquité qui sont souvent trouvés dans des colonies ou dans des États qui se trouvaient dans des situations en fait pas d'égalité de force avec la France ou l'Allemagne.
Oui, justement, je voulais revenir sur la question de l'origine des biens qui ont pu être achetés chez un certain nombre de marchands par les musées de Berlin que vous avez montrés. Est-ce qu'on comprend où ils ont été achetés? Est-ce qu'on a des éléments, dans certains cas, sur la provenance antérieure? Depuis quand étaient-ils chez ces marchands? Vous avez montré que certains biens étaient la propriété du marchand. Est-ce qu'on sait où il l'avait acheté? Certains étaient en consignation, donc n'étaient même pas sa propriété. Est-ce qu'on arrive, dans certains cas, à remonter? Est-ce que cela provient d'autres collectionneurs précédents, d'autres marchands, de fouilles récentes des années 30? Est-ce que cette traçabilité, comme vous disiez, est faisable, dans certains cas en tout cas? Est-ce que vous avez pu le faire sur certaines œuvres? Je pense en fait ce qui est important, c'est de comprendre que les musées des antiquités préfèrent en théorie d'aller chercher les objets directement dans le fouille, parce qu'au niveau scientifique, ils ont une valeur beaucoup plus grande. Par contre, la période de l'occupation est aussi un temps où la dynamique de force dans le monde change et il n'est plus, les Américains reprennent beaucoup les fouilles. Donc avant, il y avait beaucoup de Français et d'Allemands. Comme je vous ai dit, l'Allemagne perd presque tous ses droits des fouilles, qui sont quand même à la base et à l'origine de ces musées. Donc c'est vraiment aussi le moment où ils se tournent la première fois vers le marché de l'art. Et on a pu montrer, ou on a des exemples où, par exemple, certains objets étaient proposés au musée allemand et en français avec provenant de d'autres fouilles, en fait, soit d'une fouille allemande, soit une fouille française, soit une fouille américaine. Donc il y a aussi il y a vraiment déjà une insécurité, en fait, par rapport à l'origine de ces objets. Et c'est presque impossible, dans certains cas, de clarifier ces questions, parce qu'on n'a presque aucune archive de ces antiquaires, et je pense qu'il faut souligner quand même ça. C'est-à-dire, je ne sais pas comment c'est dans ton cas, mais je pense qu'on a tous les mêmes problèmes que dans ces marchands, en fait. Souvent, quand il y a le dernier homme dans la famille, il ferme le magasin, ou pour des raisons d'autres, comme tu as pu montrer. Et après, il n'y a plus rien. Voilà. Merci. Alors, si je peux rajouter, c'est vrai que dans le cas du Louvre, comme ce sont des acquisitions faites par l'État français, une des chances, entre guillemets, c'est que les archives du mandat français en Syrie et au Liban sont conservées aujourd'hui, et les archives du service des Antiquités également. Ce qui permet, dans le cas du département des Antiquités orientales, de retracer un certain nombre de parcours des objets qui sont aujourd'hui conservés au musée du Louvre. Et ça permet aussi de voir toute la complexité, comme l'a souligné Mathès, puisqu'en général, le nom qui est indiqué dans le registre d'inventaire du musée n'est en fait absolument pas le nom de la personne qui a trouvé l'objet sur le site. Et il y a parfois peut-être 10 acteurs entre, et le site, au final, c'est l'indication d'un marchand. Donc après, il y a toujours la question de savoir est-ce que cette indication est vraie ou est-ce que l'indication de provenance répond à une demande du marché et aussi à ce que les conservateurs des musées, par exemple, voulaient acheter à ce moment-là. Donc il y a toujours une part d'incertitude dans ces recherches-là sur les objets archéologiques. Merci. Et est-ce qu'il y a des liens qui ont pu être faits avec des collections privées d'antiquités qui ont été l'objet de spoliation? On en connaît quelques-unes. Je pense notamment à une grande collection qui nous occupe, celle de Moïse Lévy de Ben-Sion, qui est une cible très importante de l'ERR très tôt pendant l'occupation, avec une collection immense égyptienne notamment. Est-ce que dans les acquisitions, donc il y a le côté, il y a ce qui est acheté chez les marchands. Est-ce que certaines pièces pillées ont circulé? Si c'est l'ERR qui les emporte, qui les prend, on peut imaginer qu'il les envoie en Allemagne. Est-ce que certains musées se sont approvisionnés de ce côté-là? Est-ce qu'on a pu faire certains rapprochements de ce type-là, ou déjà par le passé de cas qui seraient réglés ou de cas qui restent à élucider? Voilà, le mélange collectionneur privé, marché et acheteur ou spoliateur. Alors, du côté
du département des Antiquités orientales du Louvre. Je n'ai pas, à ma connaissance, d'exemples qui me viennent, mais c'est pas Mathis. Non, mais je pense qu'il faut d'abord dire que beaucoup de ces marchands sont aussi collectionneurs. En fait, c'est peut-être bête à dire, mais si on regarde par exemple à la première exposition musulmane, très importante à Munich en 1910, beaucoup de gens que nous connaissons comme marchands sont à ce moment-là encore prêtent leurs œuvres en tant que collectionneurs. Donc la différence, elle est parfois pas super facile à faire. D'ailleurs, ils font aussi des dons au musée assez souvent. Donc c'est aussi une manière d'avoir une plus grande visibilité. Mais toute cette question de collection privée, des antiquités et tout ça, c'est un sujet encore à découvrir et à faire des recherches dessus parce qu'il y a vraiment très peu de connaissances. Et pas juste très peu de connaissances chez nous, mais je pense aussi très peu de connaissances même dans les collections du musée parfois. Donc je pense, voilà, c'est un truc à faire. Merci. Peut-être y a-t-il des questions, sans doute, dans la salle. Voulez-vous vous lancer? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? J'ai quelques connaisseurs du sujet. Voilà, je ne désigne pas de volontaire, mais peut-être y a-t-il quelqu'un. Parce que je pense qu'on a aussi découvert des choses. On n'a peut-être pas tout retenu. On a encore beaucoup de choses. Il faudrait la réécouter. On pourra réécouter la conférence. Y a-t-il d'autres questions? Negin, j'allais vous désigner. Merci beaucoup. Vous avez parlé, merci beaucoup pour ces très intéressantes présentations. Vous avez parlé des musées, des collectionneurs, des marchands et d'une vente de biens israélites. Est-ce que justement sur le marché de l'art parisien, il y a eu de nombreuses ventes d'antiquités orientales qui ont pu être présentées, où là on pourrait voir quels sont les collectionneurs qui achètent ou les marchands qui sont actifs, mais en particulier pour les collectionneurs, est-ce que ce n'est pas un accès possible, une source possible? Alors, pour le marché des antiquités orientales, il y a quelques ventes concernant les antiquités orientales, mais vraiment sans prendre en compte les objets d'art islamique. Pour les antiquités orientales, il y a quelques ventes durant la période de l'occupation. Il y a notamment des ventes d'un marchand. Alors, ce n'est pas un collectionneur, c'est un marchand, Yagoub Moussa, qui est un marchand iranien, et qui décède en 1940. Et cette vente n'est pas considérée comme une vente spoliatrice, mais en réalité, elle est assez complexe. Il y a plusieurs ventes. Pour régler sa succession, il y a un administrateur judiciaire qui est nommé. Et parmi les acheteurs, on retrouve beaucoup de marchands actifs à la même époque sur le marché parisien. Et en effet, les archives, les PV des commissaires-priseurs permettent du coup de savoir quels sont les noms des marchands, toujours en sachant que ce n'est pas forcément le nom des véritables acheteurs. Mais... Oui, peut-être d'une manière, pour répondre à la question d'une manière un peu plus générale. En fait, les marchands que nous, sur lesquels nous on a travaillé, la plupart en fait, ils sont allés chercher des objets près des sources. Mais ça devient de plus en plus difficile. Donc, du coup, ils commencent en fait à acheter des objets aussi eux-mêmes. Et par contre, il faut pas être niais. Donc, la plupart des objets, en fait, ils partent aux États-Unis. Donc, Paris est aussi une plaque tournante. Donc, c'est surtout le grand musée américain qui ont beaucoup plus le problème que nous, qu'ils ont acheté énormément d'objets sur le marché parisien. Il y a toute une hiérarchie en fait de plus petites marchands, de moyennes marchands, de grands marchands, et en fait dans une construction participative en fait ces objets sont vendus et achetés. Et donc non, je ne connais pas de vente que j'ai dans la tête, mais aussi parce que j'ai pas fait de recherche dessus, donc je pense encore un sujet à faire.
Et peut-être juste un mot, et vous l'évoquiez, Annelise, sur cette vente, elle qui est une vente de biens israélites, organisée par le Commissariat général aux questions juives, de la vente Bing Hase, qui a été présentée donc, à plusieurs reprises, 2 reprises même au musée du Louvre, après les recherches d'Ambre Genevoix et Emmanuel Pollack, et complétée par Isabelle Rouge-Ducos au ministère de la Culture. Ça a déjà été présenté, c'est un cas qui reste encore à régler, donc pour reprendre ce qui a déjà été dit, simplement, c'est bien une vente spoliatrice très, très claire, organisée par le Commissariat général aux questions juives en application des législations antisémites du régime de Vichy. La complexité, c'est que les documents disponibles aujourd'hui montrent qu'après la guerre, le spolié, visiblement, on peut l'interpréter comme cela, a l'air, je suis un peu prudent, de laisser volontairement l'œuvre achetée par le musée du Louvre. Il y en a une autre au musée Guimet, il y avait deux objets. Et en ne la revendiquant pas et en considérant que les choses sont réglées parce qu'il a récupéré le produit de la vente ou une partie du produit de la vente. Donc, comme nous l'avons annoncé déjà, nous allons soumettre ce dossier à la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliation antisémite, la CIVS, qui confirmera ou pas cette analyse. Finalement, la question a été réglée, l'œuvre peut rester, l'objet peut rester, ou bien trouvera-t-elle une interprétation un peu différente. Voilà. C'est un peu le seul cas aujourd'hui qu'on connaisse d'objets, vous l'avez dit, au Louvre, un objet au musée Guimet, de ce type de vente et sur ce type d'objet, vente d'antiquité orientale et vente d'art asiatique, dans une vente très clairement spoliatrice, en tout cas au départ. Y a-t-il une autre question ? Merci, oui, je ne suis pas du tout compétente sur ce sujet, mais j'ai été très intéressée parce que je n'avais jamais réfléchi à cette question du statut des Juifs orientaux qui étaient présents et certainement nombreux, effectivement, à Paris dans l'entre-deux-guerres. Et sur ces questions de généalogie ou d'histoire de ces personnes, il y a des sources qui existent et qui sont très documentées. Je pense, alors je ne sais pas s'il est là, Jean-Claude Kupermack, parce qu'il y a des archives très riches dans les archives de l'Alliance israélite universelle, puisqu'il y avait des écoles de l'Alliance dans tous ces pays, et donc on a des registres de toutes les familles qui existaient, qui ont été naturalisées, qui avaient un statut particulier, qu'on appelle les Juifs des Balkans. Et puis, il y a aussi des sources généalogiques très bien documentées dans le cercle de généalogie juive, où il y a eu une exploitation spécifique de tous les registres de ces Juifs des Balkans. Merci pour ces précisions. Et l'Alliance israélite universelle est présente aussi un peu plus à l'est aussi, au sud-est, au Moyen-Orient, donc ça peut en effet peut-être être utile. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions ? Bon, écoutez, merci beaucoup à la Musée et à la c'est plus tard, le 15 mai, dans un style très différent. Nous accueillons Adriana Wallis, qui est une artiste, qui est une descendante d'artistes spoliés, et qui présentera ses travaux inspirés par la question de la spoliation, par la recherche, par sa famille. Nous avons rendez-vous de temps en temps, comme cela, avec des artistes ou des écrivains qui travaillent sur cette question. Donc, ce sera à la fois très différent et on reste dans une ligne un peu différente, nous sommes en fait. Merci beaucoup.